l'Australie a plutôt bien résisté. Bien sûr, comme tous les pays développés, elle sera en récession cette année, 3% du PIB peut-être, mais au total, c'est une récession qui est 2 fois moindre qu'en Europe. Alors pourquoi cette bonne performance relative ? D'abord parce que l'Australie a plutôt bien géré la crise du point de vue sanitaire, parce qu'elle a été capable de fermer ses frontières très tôt, et évidemment ça lui a permis d'éviter de fermer son économie trop longtemps, et elle en bénéficie aujourd'hui. Ensuite, parce qu'elle est rentrée dans la crise dans une bonne situation financière, et ça lui permet aujourd'hui de s'endetter et de financer son plan de croissance et de redressement économique. Et ça, nos entreprises en bénéficient dans les secteurs de l'infrastructure, de l'hydrogène. Et enfin, parce que l'Australie est très très bien placée pour bénéficier du moteur de croissance qu'est la Chine, qui est le seul qui fonctionne vraiment aujourd'hui. 40% du commerce de l'Australie va vers la Chine, et évidemment, c'est une ressource financière qui soutient la croissance aujourd'hui. Oui, je le crois sincèrement, je le crois pour plusieurs raisons. D'abord parce que la population est dynamique, et la population, c'est quand même le premier vecteur de croissance d'une économie. La population est un peu plus jeune qu'en Europe, et avec un taux de fertilité un peu plus élevé. Et puis surtout, il y a, au moins en temps normaux, des flux migratoires très très importants qui amènent un point de croissance. Et ces flux sont arrêtés maintenant, mais ils reprendront finalement assez vite dès que les frontières pourront être réouvertes. Ensuite, l'Australie est en rattrapage important en matière d'infrastructure, et ça se traduit par des budgets très importants. Il y a plus de grues à Melbourne qu'il y en a dans toute la Californie, pour vous donner une idée de l'importance de l'effort qui est fait en matière de chantier et de travaux. Et puis enfin, fondamentalement, l'Australie est bien gérée de manière saine, les banques sont en bonne santé, les comptes des entreprises sont en ordre, et ça, évidemment, c'est la garantie que l'économie tourne et que les risques sont limités. Donc oui, je n'ai pas de doute, l'Australie sera une des sources de croissance des économies développées dans les prochaines années. Alors, l'Australie, jusqu'à présent, a été quand même relativement épargnée par le Covid, puisqu'on a eu moins de 900 morts et il y a en ce moment à peine 250 cas actifs. Après donc une période de lockdown qui a duré à peu près 2 mois, sauf dans le Victoria où elle est encore partiellement en cours, depuis lors, l'activité économique a repris, avec une demande qui est revenue au même niveau que précédemment, voire supérieure dans certains domaines, en particulier tout ce qui est retail et commerce, puisqu'on a bénéficié, si on peut dire, d'un report de la consommation qui auparavant était tournée vers le tourisme ou les restaurants ou la culture. Toute cette consommation s'est reportée vers des biens de consommation. Le pays a fermé ses frontières depuis le début du Covid, et à ce jour, on ne sait toujours pas à quelle date il sera à nouveau possible pour des Français de se rendre en Australie pour rencontrer leurs partenaires commerciaux. Ceci dit, il existe beaucoup d'autres manières de faire du business en Australie, et on a mis en place des procédés innovants qui portent déjà leurs fruits pour un bon nombre d'entreprises que l'on est en train d'accompagner. Le niveau de vie en Australie est particulièrement élevé, avec un PIB qui est pratiquement un tiers supérieur au PIB de la France par habitant, ce qui ouvre donc de bonnes perspectives en termes de consommation. Il faut également avoir à l'esprit que l'accord de libre-échange qui est en cours de négociation entre l'Union européenne et l'Australie va ouvrir de nouvelles perspectives dans les tout prochains mois. Tout d'abord, bonjour, mon nom est Corinne Bott, je suis le CEO PDG en français et créateur de la société Polyglot Group, qui est une société de droit australien que j'ai créée il y a 25 ans à Sydney. Alors, que fait Polyglot? Polyglot est une société qui aide les sociétés au niveau de leur implantation à l'étranger, avec tout ce qui est ressources humaines, payroll, paye, gestion de la paye, du portage salarial, ainsi que de la traduction pour traduire vos sites internet et vos plaquettes marketing et commerciales, ainsi que du recrutement de talents en local et à l'étranger. Malgré le fait qu'on soit une société de moyenne taille, puisqu'on est 60 personnes mondialement, on a pu passer à 50% de notre chiffre d'affaires à l'export.
Je vois des perspectives pour les sociétés françaises parce que l'Australie est une très bonne plateforme pour explorer la zone Asie du Sud-Est en l'occurrence. Alors je sais que le Covid est là, il est là mondialement, mais il y a des perspectives pour les sociétés françaises en Australie parce que tout ce qui est côté santé et tout ce qui a été mis en place, nous avons été assez préservés, dont l'économie, notamment en Nouvelle-Galles du Sud, sur Sydney, enfin l'État de Sydney, a été moins touchée que certaines économies, notamment mondiales. Et j'engage et j'encourage les sociétés françaises qui cherchent des nouveaux marchés à venir explorer le marché australien. Alors vous me direz, c'est loin, comment faire avec les frontières qui sont fermées ou qu'on ne sait pas quand est-ce que les frontières ouvriront. Eh bien, moi, je vais vous dire que, en fait, je le vois avec tous nos clients pour lesquels on travaille depuis bientôt maintenant 8 mois, depuis le Covid, on a travaillé avant, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer, en fait. L'Australie est assez facile d'accès d'un point de vue légal. Il est très faisable d'ouvrir une entité, que ce soit un bureau de représentation ou une filiale, ou tout simplement explorer le marché avec un employé local en portage salarial, ou bien avoir un directeur local, ce que nous faisons aussi, sans avoir besoin de venir physiquement et de se déplacer physiquement. Donc il est vraiment possible de faire quelque chose de léger, je dirais, de light pour commencer. Donc je vous engage à explorer, notamment avec les polyglottes évidemment, mais aussi avec la French Australian Chamber of Commerce et puis toute l'équipe de Business France, Team France comme on dit, donc Business France, les conseillers du commerce extérieur, parce que vraiment vous pouvez être parrainé et soutenu dans votre approche d'implantation locale ou d'exploration d'implantation locale. Donc, je suis en Australie depuis 30 ans et je dois être CCEF, donc conseiller du commerce extérieur de la France, depuis 17 ou 18 ans. Je vous parle des conseillers du commerce extérieur qui font partie de ce qu'on appelle la Team France, l'équipe française, qui peuvent vous accompagner et vous parrainer et vous aider. Donc, la communauté française en Australie se tient les coudes, s'entraide. Donc c'est un grand pays, mais avec une petite communauté, beaucoup plus petite que ce que vous pourriez avoir aux États-Unis ou dans des gros pays. Et du coup, vous avez accès à des connaissances locales, que ce soit dans votre industrie ou non. Je vous engage à prendre contact avec les conseillers du commerce extérieur, la section Australie. Vous allez être aiguillé par rapport à votre industrie, mais également par rapport à votre désir d'implantation et votre spécificité. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à des spécialistes, que ce soit dans votre industrie ou des spécialistes qui connaissent bien le marché local. Je voudrais bien insister sur les facilités qui n'existent peut-être pas de façon aussi évidente en France. Quand vous arrivez sur l'Australie, vous n'avez pas besoin de créer quelque chose de lourd pour commencer, dépendant de votre produit ou de votre industrie. Vous pouvez très très bien commencer de façon légère, en ayant du personnel qui est porté, donc du portage salarial, ou en ayant un directeur local, sans avoir besoin d'être là physiquement. C'est important parce que vous pouvez faire ça même à distance, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez aussi le faire avec des VIE. C'est un peu compliqué d'envoyer des gens à l'heure actuelle d'un pays jusqu'à l'autre, de la France à l'Australie, mais il y a des jeunes Français et Françaises sur le territoire australien que vous pouvez prendre en VIE s'ils sont déjà localement. Ça c'est fait depuis le début de la pandémie. Et puis vous avez des employés locaux, je dirais, qui soient de langue française ou pas, dans toute spécificité et spécialité, qu'on peut vous trouver et qu'on peut porter pour vous de façon à commencer votre activité ici, ou votre activité d'exploration, ou carrément votre activité. Je vous engage à regarder ça de près parce que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et ne remettez pas à demain un marché qui va pouvoir s'ouvrir à vous de façon assez facile. Il faut savoir que les Australiens est une population qui aime la nouveauté. Donc c'est un très très bon marché test, si j'ose dire, où vous avez peu de risques et que vous pouvez faire les choses simplement. Donc je vous encourage et je vous engage
à explorer cela. Il y a plein de choses qui ont été mises en place par le gouvernement français qui assistent les PME avec des crédits à l'export. Je vous engage à contacter votre section Business France en Australie. Et moi, je me tiens à votre disposition pour vous aiguiller aussi et puis pour vous donner des conseils pratiques et pragmatiques. L'image de la France en Australie est vraiment bonne. Alors que ce soit bien sûr sur les produits de luxe ou les cosmétiques, mais aussi sur les produits alimentaires ou sur le vin. Je rappelle que la France est en valeur le premier importateur de vin en Australie. On bénéficie donc d'une bonne image, mais également sur des produits plus techniques, et ça en particulier grâce au contrat des sous-marins. Par ailleurs, tant les plans de relance en vigueur et en cours de développement par le gouvernement en Australie, que les tensions actuelles entre l'Australie et la Chine, mais également l'évolution de la consommation des ménages qui recherchent davantage de produits innovants, donc importés, ouvrent de réelles perspectives, et la France et les produits français cochent pas mal de cases dans ce domaine. Alors, Bernard Tabary, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif en charge de l'international chez Keolis. Et Keolis, on ne le sait peut-être pas en France, mais je crois que c'est la plus grande société privée de transport collectif en Australie. Vous êtes à Paris, mais vous avez derrière vous un charmant décor de Melbourne. Ce n'est pas un hasard, je pense. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur les activités de votre société en Australie? Oui, merci de votre accueil. Écoutez, Keolis, très rapidement, c'est un opérateur de transport public qui est une filiale à 70% de la SNCF et à 30% de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Donc, c'est une entreprise privée. Et nos deux actionnaires, SNCF et CDPQ, nous accompagnent depuis chacun plus d'une dizaine d'années. Et Keolis, aujourd'hui, c'est 6,6 milliards de chiffre d'affaires, enfin pré-Covid, avec 68 000 personnes dans une quinzaine de pays dans le monde. Avec la France comme base d'origine très forte. On exploite en France des réseaux comme Lyon, comme Lille, comme Rennes, pour le compte des autorités locales, comme Dijon et comme Tours et bien d'autres, et également donc dans d'autres pays à l'étranger. Nous avons démarré en Australie, à Melbourne, en 2009, d'où ce fond d'écran ensoleillé. Et nous avons démarré à Melbourne l'exploitation du tramway, Yarra Trams, qui est un symbole important dans la ville de Melbourne, qui transporte 200 millions de voyageurs par an. Et nous sommes arrivés en Australie en partenariat avec une société australienne qui s'appelle Downer, qui est cotée en bourse, un partenariat à 51-49 dans lequel nous sommes majoritaires, mais moralement le partenariat est un partenariat à parité, et ce partenariat fonctionne très bien. On l'avait établi en 2007 au moment de répondre à l'appel d'offres, de façon à apporter à l'autorité organisatrice des transports du Victoria de la compétence et de la valeur ajoutée en matière d'exploitation de tramway, de maintenance des réseaux, de relations aux clients, donc une compétence transport qui est riche en France, mais teintée d'une touche australienne, et c'est pour ça que nous étions contents d'avoir ce partenaire Downer avec lequel la relation depuis 12 ans est excellente. Nous avons ensuite gagné un nouveau tramway qui est le tramway de Gold Coast dans le Queensland, et puis nous avons ensemble racheté une société de bus, et par là même donc nous avons commencé à exploiter des réseaux de bus dans plusieurs villes, notamment à Perth, à Adélaïde, mais aussi à Brisbane, et puis un peu à Sydney. Et nous avons également plusieurs contrats alors de transport à la demande, notamment en New South Wales. Et alors nous venons de gagner également le contrat d'opération ferroviaire à Adélaïde, en Australie du Sud. Donc voilà, aujourd'hui Keolis Downer en Australie, c'est près de 650 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est près de 4500 personnes. Un partenariat très réussi dans un pays remarquable. Et faire des affaires en Australie, finalement, c'est facile, ou est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Alors, c'est un pays remarquable aussi pour y faire des affaires. J'entends par là qu'il y a une culture juridique qui est forte et qui est saine. La régulation est saine, elle est lisible, elle est compréhensible, les cadres juridiques sont respectés, la notion de partenariat est valorisée. L'arrivée d'une société étrangère est perçue comme un positif. L'Australie est un pays qui aime
la valeur ajoutée et les idées qui viennent de l'extérieur. Ils sont très ouverts. Comme c'est une île et comme ils sont que 25 millions, ils sont très ouverts sur le monde et ils adorent aller prendre des idées, pourvu qu'elles soient bonnes, qui viennent de l'extérieur. Enfin, c'est un pays qui a une culture sportive importante et donc qui a tout à fait le sens du collectif. Et ce sens du collectif, ça se retrouve dans le partenariat, ça se retrouve dans la façon de fonctionner avec les autorités ou les clients, et ça se sent dans la façon de manager. Alors, ils sont parfaits, bien entendu, mais cela dit, il y a encore, ils sont à l'asymptote de la perfection. Il y a des points particuliers sur lesquels il faut être vigilant. Bon, il y a un coût de la main-d'œuvre qui est très élevé. Parce que c'est un pays au niveau de vie élevé, et donc le coût de la main-d'œuvre est élevé. Les relations sociales sont. Alors, quand on vient de France, on n'est pas dépaysé. Les relations sociales en Australie sont. On est bien formé quand on vient de France, en l'occurrence. Voilà, elles sont sportives. Enfin, il y a une culture de la négociation qui est un peu engagée, quoi, qui est comme au rugby, qui est au final fructueuse quand on l'approche de façon intelligente. Hein. Il est trop facile d'aller diaboliser une des parties dans le dialogue social. Le dialogue social, ça se construit à deux, entre des organisations syndicales et un management, et on y arrive très bien. Alors ensuite, l'environnement politique est un environnement politique, là aussi, qui n'a rien envié à la France, qui est animé et très changeant. Il faut avoir ça à l'esprit, et il faut savoir que les majorités peuvent changer rapidement, et donc il faut savoir s'attacher, alors de notre activité, vraiment au bien commun, au bien général, et ça c'est une vertu, comment dirais-je, transcendante et qui rapproche tout le monde. Alors, nous vivons malheureusement une période qui est très compliquée, et qui est particulièrement compliquée pour votre société, qui est en première ligne pour assurer les services essentiels en période de Covid. Quelles leçons vous en avez tirées en matière de gestion, et quelles leçons vous en tirez pour une société française qui veut se développer malgré la distance? Oui, alors on tire d'abord une grande leçon d'humilité, dans ce sens où on voit bien que la pandémie est incertaine dans son évolution, dans son impact, dans sa durée, dans ses formes et dans son traitement. Et quelque part, là où elle nous impose l'humilité, c'est qu'il ne s'agit pas de se croire plus fort ou plus malin, et il s'agit de savoir s'adapter aux régulations locales, qui changent beaucoup même d'un État à l'autre en Australie. Et donc, humilité et ensuite agilité. Agilité parce que justement, il faut s'adapter à toutes ces circonstances. Et donc, notre adaptation, elle s'est faite. Vous voyez, à Melbourne, on a environ 10% de fréquentation sur le réseau. Et dans le Queensland, on est à 80% de fréquentation, voire même à 90% en South Australia. Et donc, la focalisation sur la nature essentielle des services, la bonne organisation de la gestion opérationnelle, le dialogue ininterrompu avec les autorités et bien entendu la partie contractuelle de ce dialogue, parce que dans des circonstances de cette nature, il faut s'effacer derrière la réalité qui s'impose à tous et trouver des solutions. Donc il faut, au-delà de l'humilité et de l'agilité, je dirais qu'il faut beaucoup d'écoute de nos équipes. Ce dialogue avec nos équipes, ce dialogue avec nos clients fait que on arrive à traverser cette crise, et on était très heureux le mois dernier de réussir, dans un contexte de Covid, à mener une négociation d'appel d'offres complète avec l'État de l'Australie du Sud pour gagner le contrat d'exploitation des trains de banlieue d'Adélaïde, qui est un contrat sur 10 ans de plus d'1 milliard d'euros et qui démarre au 31 janvier 2021, malgré l'environnement Covid. Sur le moyen terme, vous voyez l'Australie comme un marché mature ou comme un marché qui recèle encore beaucoup de potentiel de croissance? C'est un pays remarquable qui est 30 ans de croissance ininterrompue. Enfin, je ne sais pas ce que le Covid donnera, mais à la marge. C'est un pays qui a des réserves phénoménales d'espace, de démographie, de potentiel, mais aussi de mentalité. L'éducation est remarquable également. C'est un pays qui est très ouvert sur le monde, et alors qui est très demandeur d'une relation forte avec l'Europe, puisque c'est vrai qu'on imagine souvent l'Australie comme le partenaire classique du Royaume-Uni, qui l'est et qui reste, mais l'Australie voit aussi qu'elle a besoin d'une relation avec l'Union européenne, et à ce titre, elle a démarré des relations sur un Free Trade Agreement avec l'Europe, et les négociations qui ont commencé. Et la France, dans ce contexte, a un rôle particulier à jouer, parce que la France est un pays voisin de l'Australie à travers sa présence dans le Pacifique. La présence française est valorisée.
Elle est reconnue et d'ailleurs elle a été valorisée à l'occasion même du contrat magnifique que Naval Group a signé de les livraisons de 12 sous-marins à l'Australie. C'est un pays en plus qui a besoin d'affiner sa culture industrielle et qui est preneur également de valeur ajoutée extérieure. Donc les Français y sont bien accueillis. Nous, c'est ce que nous avons senti comme entreprise. Et pour nous, c'est un pays sur lequel nous avons misé, nous continuons à miser et sur lequel nous comptons beaucoup à l'avenir. Alors, vous aimez manifestement beaucoup l'Australie et vous êtes président d'ABI France, donc association qui regroupe les entreprises en France qui ont un lien avec l'Australie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'activité de cette association ? Oui, alors là, merci. Je prends la casquette président de ABI. ABI, c'est Australian Business in Europe. C'est un réseau d'associations implanté dans plusieurs pays d'Europe qui sont en gros des mini-chambres de commerce locales, c'est-à-dire savoir le statut d'une chambre de commerce, savoir le rôle important d'une chambre de commerce. Mais cette association et donc son antenne française ont pour vocation de favoriser le développement de la relation business entre l'Australie et la France. Et donc, ABI en France, c'est une centaine de membres, dont une vingtaine de grandes entreprises. Et nous organisons des événements, alors dans la circonstance Covid, beaucoup plus de webinaires que d'événements physiques à ce jour, mais pour aider nos membres à bien comprendre l'Australie, rencontrer les acteurs australiens, s'informer de la régulation, de l'évolution. Je sais que nous, Keolis, comme nous sommes devenus membres de l'association, nous l'avons trouvé très utile pour y faire passer beaucoup de nos équipes à diverses manifestations et leur faire comprendre l'Australie. C'est vrai que la culture de l'Australie est souvent difficile à acquérir et donc dans les différents séminaires, il est facile d'envoyer les gens de ces équipes pour qu'ils puissent déjà s'imprégner de cette culture. Alors le chairman de l'association et l'ambassadeur d'Australie en France. Et nous avons une tradition de relations excellentes avec les représentants de l'ambassade, avec Austrade, mais alors aussi avec, d'une certaine façon, notre grande sœur, la FATCHI, avec laquelle nous organisons parfois des événements et pour laquelle nous avons la plus grande estime. Et puis, on admire aussi, alors en parallèle d'Austrade, qui est le bras du gouvernement australien pour le commerce extérieur en France, et également avec Business France. Donc, on a, comment dirais-je, la chance, si vous voulez, comme entreprise française, d'avoir un tissu d'entités qui, là aussi, travaillent bien ensemble et travaillent collectivement, bien comprendre, à s'imprégner de la culture, à avancer, à développer du réseau. Voilà, donc il y a cet outil précieux et l'association, elle est prospère et elle attend, évidemment, elle est prête à aider de nouveaux membres avec enthousiasme. Bernard Tabary, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. C'est moi qui vous remercie. La biscuiterie de l'Abbaye est une entreprise familiale, indépendante, basée en Normandie. Elle a été créée en 1964. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de biscuits secs pur beurre, spécialités régionales telles que le sablé, la galette, mais également dans la fabrication de biscuits diététiques et biologiques. Et pour ces derniers biscuits, nous fabriquons des biscuits bio depuis une quarantaine d'années. En 2020, avec l'équipe Team France Export, nous avons participé à un atelier sur les opportunités de marché sur la région ASEAN et Océanie. J'ai donc rencontré la directrice de Business France Australie qui m'a présenté le booster ASEAN et les opportunités sur cette destination. Nous nous sommes donc inscrits à notre programme. L'intérêt était de trouver donc des nouveaux débouchés sur ce pays où nous étions déjà présents pour essayer de limiter l'impact financier en cas d'échec commercial. Nous avons l'intention de souscrire à une assurance prospection. Donc toutes ces démarches ont été opérées avec un membre de la Team France Export en Normandie, Aloïs Barré, qui est là pour nous conseiller et nous aider dans nos démarches pour nous développer à l'international. En début 2020, nous avons décidé de participer au programme Booster sur l'Australie. Nous nous sommes donc appuyés sur l'équipe Business France Australie pour identifier des nouveaux prospects. On a adressé toute une gamme d'échantillons. Dans un premier temps, c'est l'équipe Business France qui va adresser les échantillons à une cible de prospects. Et puis, nous envisageons par la suite organiser des dégustations, des e-dégustations en visioconférence, malgré le décalage horaire qui est assez important entre l'Europe et puis l'Australie.
Et puis en fonction du résultat, nous organiserons à nouveau des visioconférences en attendant que la situation sanitaire s'améliore et vraiment en espérant au courant 2021 pouvoir rencontrer les prospects qui vraiment auront montré un intérêt sur nos produits et pouvoir cette fois-ci se présenter et présenter nos produits. Je lui conseille de continuer à démarcher, à trouver de nouveaux prospects et à s'appuyer sur le réseau Team France Export, notamment Business France et les CCI internationales qui nous aident à nous projeter et à trouver de nouveaux prospects sur les marchés et BPI France qui nous apporte une aide financière, un soutien financier dans nos démarches. Christophe Lecourtier, bonjour. Bonjour Antoine. Alors Christophe Lecourtier, vous êtes à la tête de Business France et vous êtes l'inventeur du concept de Team France, un concept que vous avez d'ailleurs développé en Australie lorsque vous étiez ambassadeur de France. Pouvez-vous nous dire ce que revêt ce concept et en pratique ce que ça apporte de nouveau aux entreprises qui veulent se projeter à l'étranger? Je voudrais d'abord vous saluer, vous, et puis tous les amis et toutes les connaissances que j'ai encore en Australie, et notamment à la FACCI. J'ai passé de très belles années, à titre personnel, mais aussi, je crois, de manière professionnelle, puisque cette idée qui peut paraître un peu Boy Scout, selon laquelle on est plus fort ensemble, nous avons commencé à la tisser en Australie il y a quelques années, et je crois que l'étage où vous travaillez tous, en tout cas à Sydney, et qui rassemble la FACCI, le service économique et Business France, dans l'immeuble où est installé le consulat, en est une bonne illustration. Et cette idée, j'ai pu la développer en France ces 3 dernières années, à une échelle évidemment plus importante et avec un grand soutien du gouvernement. Et elle vise tout simplement à essayer de dépasser ce qui est une caractéristique française, on appelle ça parfois le millefeuille administratif ou la concurrence entre les organisations. Nous avons d'abord posé le principe selon lequel l'export, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, ça commence, ça se joue, ça se gagne dans les territoires, c'est-à-dire dans les régions françaises. Et là, nous avons d'abord créé la Team France autour d'un binôme institutionnel, l'État et les régions françaises, qui chacun, en quelque sorte, disposait d'une compétence en matière de commerce extérieur et qui pouvaient exercer soit ensemble, soit concurremment. Donc le premier pas, et ça a été un pas très politique, porté par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, on a fait une alliance de terrain dans chaque région, extrêmement efficace, avec les chambres de commerce et avec BPI France. Et on a créé véritablement ce guichet unique et qui, pour la première fois, est une réalité dans la proximité avec les entreprises, parce qu'on a environ 250 collaborateurs qui maillent le territoire et qui ont en portefeuille 50 000 entreprises. Et toutes ces entreprises sont traitées de la même manière, avec la même approche et le même marketing. Et puis, on a évidemment les ressources financières à côté de BPI France. Donc, ce dispositif s'est mis en place d'abord en France avec un certain succès en 2018 et en 2019. Et puis, nous avons voulu l'étendre à l'étranger également pour qu'il y ait une Team France à l'autre bout de la chaîne. Et là, nous avons passé des accords avec toutes sortes d'acteurs privés. Ainsi, on offre aux PME françaises tout au long de la chaîne, depuis les territoires où commence l'aventure, jusqu'à l'étranger, où évidemment elle se développe et elle peut même aller jusqu'à l'implantation, une chaîne d'accompagnement avec les meilleurs acteurs à chaque étape et les meilleures ressources. Et évidemment, aujourd'hui, ce dispositif qui a commencé à faire ses preuves en 2019 avec une performance nationale assez satisfaisante, ce dispositif, il est très très utile dans la crise qu'on vit aujourd'hui et dans le plan de relance qui cherche à y faire face.
Le plan de relance, justement, parlons-en, il est particulièrement dynamique sur le volet de l'export. Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui en plus? Quelles sont les occasions à saisir pour une entreprise dans cette phase difficile? Pour un pays comme la France, pour lequel les exportations représentent plus de 30% de notre PIB, plus de 30% de notre PIB, 12 millions d'emplois qui travaillent de manière directe ou indirecte pour les exportations. C'est une bataille nationale. Et il était essentiel pour nous que dans le plan de relance de 100 milliards que le gouvernement français a annoncé au début du mois de septembre, il y ait forcément un volet export. D'abord, comme je viens de le dire, parce que l'export est très important pour l'économie française, mais ensuite parce que même d'un point de vue symbolique, il était essentiel de démontrer que la relance se ferait aussi par l'international. Donc, nous avons conçu pendant l'été le volet export du plan de relance et nous l'avons conçu dans le même esprit que nous avions construit la Team France et avec tous les acteurs en question. Business France a eu un mandat du gouvernement pour le faire, mais pour le faire avec toutes les régions, avec toutes les fédérations professionnelles, bien entendu, avec nos partenaires des CCI et même les acteurs privés. Tout ça a convergé à la fin de l'été sur à la fois un conseil stratégique de l'export avec le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères qui ont validé ces propositions et entendu qu'elles recueillaient l'accord des régions et de tous les contributeurs. C'était très important, c'était un grand consensus national autour des solutions du plan export. Et puis un arbitrage du Premier ministre également à la fin du mois de juillet qui a doté ce plan de 250 millions d'euros, ce qui nous semble tout à fait consistant pour commencer à travailler. Ce plan, il est conçu véritablement comme un plan de reconquête, presque au sens militaire du terme, reconquête des positions perdues. Hein. J'ai rappelé les 100 milliards qui risquent de manquer dans la balance commerciale française cette année. Et comme tout plan de reconquête, il est d'abord axé sur l'intelligence, au sens anglo-saxon du terme, intelligence, c'est-à-dire la compréhension et la maîtrise de ce qui se passe de l'autre côté de nos frontières. Et donc, il est très important de savoir quels sont les marchés auxquels on peut encore aller, quelles sont les filières qui se portent bien ou mal, quels sont les acteurs économiques, les partenaires potentiels qui ont résisté ou qui sont durement touchés, affectés par la crise. Voilà. Et donc, nous avons fait des centaines et des centaines de webinaires. Nous allons mettre en place dans les prochaines semaines un fil d'information sectoriel permanent qui, de manière customisée, c'est-à-dire individuelle, fournira aux PME, ETI françaises, on a 50 000 entreprises en perspective, auxquelles on souhaite offrir un compte personnel qui leur livrera tous les jours de l'information sectorielle sur les marchés du monde, non seulement pour les informer, mais pour les amener à passer à l'acte. Donc cet élément d'information auquel nos équipes à l'étranger, évidemment, ont énormément concouru parce que c'est leur raison d'être que de pouvoir donner des infos sur ce qui se passe dans leur pays de résidence. Il est le premier volet du plan de relance. Le deuxième, c'est évidemment l'essentiel, c'est celui qui permet de projeter les entreprises à l'étranger et de leur permettre de repartir à l'assaut. Et là, on a évidemment élaboré toutes sortes de solutions, dont forcément un très fort volet digital. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut plus tabler sur les salons professionnels, sur des grandes missions d'entreprise. Aujourd'hui, une grande partie de ces activités ne sont plus possibles et il faut donc trouver des solutions digitales. Alors une solution digitale, ça peut être une visioconférence comme on fait en ce moment, mais il y a des choses plus élaborées, nous avons appelé ça les e-vitrines, qui vont permettre de créer véritablement des places de rencontre et de mise en contact massive des entreprises et des produits français. Tout ça va être développé dans les toutes prochaines semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons obtenu pour toutes ces prestations que nous proposons aux entreprises de mise en relation, nous avons obtenu des financements subventionnels, ce qu'on a appelé le chèque export, qui va vous permettre, soit pour une prestation digitale, soit quand les conditions le permettent,
pour une mission individuelle, collective, un salon, etc., des actions de communication ou même des actions de définition de votre stratégie, d'obtenir une aide financière très importante de l'État et des régions. Et c'est l'occasion de dire que ces aides-là, elles ne sont pas réservées simplement à la Team France Export au sens service public du terme. L'entreprise française choisit ce dont elle a besoin et sur qui elle souhaite s'appuyer. Si elle souhaite donner ça à un consultant ou une chambre française de l'étranger, eh bien entendu, elle bénéficiera des mêmes éléments de subvention. Le quatrième pilier du plan de relance, c'est évidemment les VIE. On a avec les VIE, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre dans certains pays, et malheureusement c'est le cas en Australie aujourd'hui, on a une formule gagnante en termes de RH pour les entreprises. Et aujourd'hui, celui qui a un VIE, il a un gros avantage parce que, évidemment, comme il ne peut pas se déplacer dans la plupart des pays, son VIE, lui, peut continuer le développement commercial. Donc l'État, alors qu'on fête les 20 ans du VIE, a choisi, sur notre proposition, de subventionner pour la première fois de l'histoire du VIE. Il y aura un chèque VIE qui sera donné principalement aux ETI et aux PME, ceux qui prendront un VIE. Et aujourd'hui, avec le ministère des Affaires étrangères, on mène un travail de fond pour rouvrir un grand nombre de pays. Aujourd'hui, 90% des pays sont rouverts, donc on peut espérer qu'à partir de la fin de l'année ou du début de l'année prochaine, la dynamique VIE reparte avec cette aide-là. C'est vraiment un atout pour nos entreprises parce qu'aucun autre pays ne dispose de la formule VIE, donc utilisez-la, utilisons-la. Et on travaille très bien avec les chambres de commerce, notamment pour essayer d'ouvrir, si c'est possible, le VIE aux entrepreneurs français de l'étranger. Et puis le quatrième et dernier pilier, j'ai parlé de l'intelligence, de la projection, des ressources humaines. Comme dans un plan militaire, il faut savoir où on va, comment y aller, avec qui et derrière quel drapeau. Et le drapeau, c'est le quatrième pilier, la communication. On est en train de une communication sur le savoir-faire français dans les secteurs où nous sommes particulièrement forts, c'est-à-dire l'agroalimentaire, la santé, la tech et aussi l'industrie 4.0. Et nous allons lancer là aussi au début de l'année des campagnes, alors qui ne sont pas des campagnes grand public, mais qui sont des campagnes destinées au milieu professionnel pour rappeler non seulement le savoir-faire français, mais ce qu'il a de spécifique et peut-être de différenciant au sens positif du terme pour le monde d'après. Je prends juste un exemple qui parlera aux Australiens. On est convaincu que derrière la marque Taste France, qui est une des marques qu'on développe, c'est l'agroalimentaire français, il y a une garantie de qualité, de traçabilité, d'origine dans les produits agroalimentaires français qui est de nature à séduire toujours davantage les consommateurs étrangers parce que, évidemment, après une pandémie comme celle que l'on traverse, on sera encore plus attentif, si on en a les moyens évidemment, à consommer des produits qui vous assureront une garantie absolue en termes de qualité, fiabilité, etc. Et c'est une manière, ce plan de relance, encore une fois, de montrer que nous avions bien performé en matière d'export ces dernières années. Vous le savez, Antoine, sur le plan des investissements en direct étranger, nous étions devenus la première destination en Europe. Donc, dans la mondialisation, la France n'est pas vouée à l'échec ou au déclin. C'est pas vrai. Encore une fois, on a démontré ces 2 ou 3 dernières années qu'on était capable de reprendre des couleurs. On a repris des parts de marché mondiales. On est devenu numéro 1 pour les investissements directs étrangers. Donc, à travers ce plan de relance, c'est pas simplement faire match nul. C'est pas simplement revenir au niveau antérieur. C'est se dire qu'il n'y a aucune raison que la France et ses entreprises ne soient pas parmi les gagnants de l'après-crise, au moins évidemment dans le monde développé. C'est ça notre objectif et c'est ça qu'on construit au jour le jour, même depuis chez nous, même confinés. On n'arrête pas de battre les tambours du plan de relance et on commence à engranger déjà une dynamique d'entreprise qui s'y réfère et qui se tourne vers nous. Christophe Lecourtier, merci beaucoup. Merci Antoine.
Pedro Novo, vous êtes le directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France. BPI France est devenu en quelques années un acteur incontournable de l'export, très connu des entreprises, mais certaines ne savent peut-être pas encore ce que BPI France fait. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter ce que fait BPI France et en particulier à l'export? Bien entendu, d'abord merci de nous avoir invités à ce moment qui est très précieux par les temps que nous traversons, et ça me permet de vous rappeler ce qu'est BPI France. BPI France est une institution publique qui appartient à l'État et à la Caisse des dépôts et qui à ce titre dispose de plusieurs missions de services publics dans des domaines très différents. Mais ces domaines se relient au bénéfice des entrepreneurs de France à travers l'innovation notamment et l'international. BPI France a donc 3 métiers. Le métier d'investisseur, nous sommes actionnaires de beaucoup d'entreprises en France et de fonds d'investissement également. C'est un métier également de prêteur, nous prêtons beaucoup d'argent dans l'écosystème entrepreneurial français et nous avons également déployé une activité de financement international au Crédit Export. Et puis enfin, nous avons un 3e métier plus récent qui date de 2017 et qui est né du transfert des garanties publiques de Coface à BPI France, qui fait maintenant de BPI France également l'agence de crédit export française qui gère pour le compte de l'État et sous son contrôle les dispositifs de garantie publique. Donc ça fait un ensemble aujourd'hui qui est un ensemble cohérent avec des transversales importantes. L'international en est une qui met au sein de la direction exécutive que j'anime une mission très importante du mariage de l'accompagnement et des moyens financiers. Il n'appartient pas à un chef d'entreprise de comprendre la complexité d'un écosystème d'accompagnement ou de financement. La Team France Export a répondu à ce besoin de clarification et elle a été faite au bon moment au regard de ce que la crise a accéléré en solidarité et en action collective d'une part. Et nous avons de notre côté multiplié les efforts pour simplifier l'accès aux différents dispositifs de financement et de soutien financier à l'international pour que les entreprises puissent trouver un catalogue, mais au-delà du catalogue, une main tendue pour comprendre les meilleurs moyens à utiliser pour réussir et construire un plan stratégie. La boussole qu'offre la Team France Export en termes de priorisation, visibilité, stratégie, et puis les moyens financiers, le carburant pour pouvoir tenir la promesse de cette stratégie proposée. En Australie où nous sommes, il n'y a pas de bureau BPI France. Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les entreprises françaises qui s'intéressent à l'Australie? Malgré le fait que nous ne soyons pas physiquement présents, je peux vous garantir que nombreuses sont les entreprises que nous soutenons qui manifestent un intérêt, qui sont présentes sur le territoire et qui ont utilisé des outils et des dispositifs de financement pour réussir leur implantation ou leur coopération avec des acteurs locaux. C'est une destination lointaine. On lui reproche d'ailleurs souvent d'être très très loin, avec une logistique complexe pour y parvenir, des créneaux horaires que vous connaissez par cœur, qui font souvent une barrière physique, mentale parfois et économique dans certains cas pour nombre de nos entreprises. Et plus que jamais, là où se manifeste l'inconfort, BPI France essaye d'amener du confort. C'est-à-dire que notre travail sur l'ensemble des métiers que j'ai cités est de pousser les entreprises à aller plus loin, plus fort, d'aller au-delà de ce qu'ils pensent être capables de faire. Je terminerai sur un dernier point, c'est que beaucoup d'entreprises dans le secteur du naval, par exemple, et vous le connaissez à travers le contrat du siècle, le fameux contrat des sous-marins, emportent avec lui beaucoup de TPE, de PME, d'ETI qui entourent ce premier contrat massif entre la France et l'Australie et qui sont embarqués avec la nécessité de s'implanter, de suivre sur place, de transférer des collaborateurs, de les localiser aujourd'hui en Australie. Eh bien, nous avons une page à écrire, c'est une chance pour notre économie que de planter le drapeau français autour de ce très beau projet industriel. Il y a un outil très puissant qu'utilise BPI France dans la région, qui est celui des boosters. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment ça marche et quel est votre retour d'expérience? Le booster, c'est formidable. En fait, les dirigeants sont souvent trop seuls. Et lorsqu'on est seul, et c'est humain, certains vivent très bien comme ça, mais la majorité a du mal à prendre des décisions, notamment des décisions difficiles, quand on doit organiser son entreprise autour d'une destination comme celle que représente l'Australie. Parce que l'organisation de l'entreprise en est bouleversée sur les décalages horaires, sur l'animation des équipes, sur le management de la stratégie opérationnelle de l'entreprise, et qu'à ce titre-là, eh bien, il faut revoir la gouvernance, il faut adapter son organisation, il faut adapter les recrutements et les RH, et c'est un projet qui transcende globalement l'entreprise. Le booster est une formidable réponse. Il crée du collectif,
il inscrit l'entreprise dans la durée, il oblige l'entreprise à revenir, à s'installer, à partager avec ses pairs. Et donc, c'est une logique d'accélération, comme nous en avons construit avec Business France, par exemple, sur la finalité internationale. Et nous avons décliné dans des poches de 15 jours des dispositifs qui permettent d'aller à la découverte de marché avec une récurrence, tout en multipliant les outils d'accompagnement autour et s'assurer finalement que ces entreprises prennent les bons codes pour réussir durablement dans la destination. Alors, nous sommes dans une période difficile, mais je trouve que vous avez, lors du dernier Big, déroulé un très très beau slogan pour les entreprises. On se relève et on se révèle. C'est évidemment l'état d'esprit de l'époque et c'est aussi la logique du plan de relance. Qu'est-ce que le plan de relance apporte en pratique pour les entreprises comme outil nouveau pour l'export? 240 millions d'euros ont été consacrés dans ce plan-là, aujourd'hui donc piloté avec Franck Riester, notre ministre du Commerce extérieur, et qui à ce titre est un fruit à deux morceaux. Un fruit consacré à l'accompagnement, dans la Team France Export, on est la colonne vertébrale, nous y contribuons, nous y participons, et puis le fruit du financement. Et sur le fruit du financement, eh bien, pour la première fois depuis des années, et Antoine, je sais que c'est un sujet que vous avez suivi historiquement, nous avons enfin de la visibilité sur l'assurance prospection. Nous ne sommes plus contraints par des arbitrages de fin d'année, nous disant « Ah, bah, cette année, on ne pourra pas finir, on ne pourra pas suivre ». Eh bien, pour la première fois, je ne l'avais jamais vu avant, nous avons 3 ans devant nous, 1 milliard d'euros de capacité de financement en assurance prospection pour permettre aux entreprises de mettre en œuvre un plan stratégique. La deuxième déclinaison de ces moyens financiers, c'est l'assurance prospection accompagnement. C'est une déclinaison de l'assurance prospection consacrée aux TPE, aux PME primo-exportatrices, pour lesquelles nous souhaitons, comme à l'école, comme pour les plus jeunes d'entre nous, comme pour nos enfants, qu'ils s'inscrivent avec des repères, des réflexes, qu'ils aient une forme d'éducation qui fige finalement les codes qui vont les conduire sur les 10 ou 15 prochaines années dans la façon de faire de l'international. Raison pour laquelle, pour ces primo-accédants, nous avons contraint l'accès à l'assurance prospection jusqu'à 40 000 euros par de l'accompagnement. S'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de financement. Et donc l'entreprise devra justifier d'avoir été entourée, accompagnée par un prestataire de la Team France Export, qu'il soit public ou privé, peu importe. Mais nous souhaitons qu'il s'inscrive, non pas dans une opportunité de saisir la présence à un salon, mais que dans cette présence à un salon, ça réponde à une logique stratégique de court, moyen et long terme. Et donc à ce titre, la méthode que nous avons employée est d'obliger le mariage de l'accompagnement et du financement. C'est cette déclinaison de l'assurance prospection accompagnement qui rappellera à certains sans doute l'A3P qui souffrait de ce manque d'accompagnement et donc était très peu performant en termes d'efficacité. J'ajouterai pour terminer que ce plan, évidemment, est complété par des moyens consacrés au climat et donc aux enjeux de nos entreprises. Et je sais que nombreuses sont celles de la filière des énergies renouvelables en France à s'intéresser au marché australien. C'est une donnée très importante que nous souhaitons soutenir. Eh bien, 10% de ces enveloppes au global, donc 10% de 1 milliard d'euros, plus de 100 millions d'euros, sera consacré sur les 3 prochaines années à encourager les entreprises de la filière environnement française, cette ingénierie financière qui est reconnue à travers le monde et en particulier au regard des très beaux succès que nous avons en Australie. Je pense à Neoen par exemple, qui a été particulièrement brillante ces 10 dernières années dans le cadre de centrales éoliennes et plein de projets sur la biomasse, le solaire. Eh bien, nous savons faire. Nous avons de très belles entreprises. Nous leur consacrons un budget dédié, 100 millions d'euros sur les 3 ans qui viennent pour venir conquérir le marché australien. Pour finir, Pedro Novo, un conseil à une entreprise qui s'intéresserait à l'Australie? Eh bien, l'Australie n'est pas une île constituée de 2 villes avec un désert au milieu. Je crois que l'Australie est un des pays qui représente une capacité de croissance et un relais de croissance absolument incroyable pour nombre de nos entreprises. D'abord, la communauté française y est relativement dense. Ensuite, l'esprit entrepreneurial y est phénoménal. Il nous nourrit. Il y a une forme de résilience par rapport aux contraintes sanitaires et quand je vois le sourire qui habille vos visages, je constate qu'il est loin du sourire que nous avons souvent dans les rues de Paris. Eh bien, tout simplement parce qu'en Australie, cette culture du whatever it takes ou du so what, finalement, est un témoignage de résilience et de confiance en soi qui pourrait nourrir beaucoup de nos entreprises. Et puis surtout, puisque tout ça n'est pas que philosophique, c'est qu'il y a les intérêts économiques qui sont majeurs, très importants, dans des savoir-faire français qui sont reconnus et où nos entreprises ont toute leur place.
Ma seule recommandation face à ça, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les moyens à mettre en œuvre pour réussir en Australie. Il faut vraiment construire un plan stratégique clair dans la durée et s'entourer des gens qui ont réussi en Australie et qui sont capables de défricher ce terrain pour vous. C'est tout ce que vous faites, Antoine et vos équipes, au sein de l'ambassade, dans la Team France Export. Eh bien, c'est tout ce que nous contribuons à apporter maintenant avec les moyens financiers pour y réussir. Ne sous-estimez pas, ne sous-financez pas, au contraire, surfinancez votre projet australien et surtout, allez-y. C'est loin, mais c'est bon. Merci beaucoup, Pedro Novo. On se reconnaît bien dans ses conseils. Merci beaucoup. Merci, Antoine. Au revoir. Renaud Batéja, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CCIFI, donc l'organisme de tête des chambres de commerce françaises à l'étranger. Alors, les chambres de commerce, toutes les entreprises en France les connaissent bien, celles qui sont proches de leur établissement. Elles connaissent parfois moins les chambres de commerce françaises à l'étranger, qui pourtant existent depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces 126 chambres de commerce françaises à l'étranger? Je vois que vous êtes en pleine actualité parce qu'effectivement, nous sommes depuis le mois de juin dernier 126. Les CCI-FI, les chambres de commerce françaises à l'international, sont des organismes privés. Nous avons le statut d'association d'ailleurs équivalent un peu aux associations de la loi de 1901, donc des associations à but non lucratif, dont l'unique objectif est d'aider les entreprises françaises lorsqu'elles s'installent à l'étranger ou lorsqu'elles désirent exporter. Donc, nous sommes privés et nous sommes autonomes financièrement. À 99,4% pour être précis, nous sommes donc presque 100% financés par le privé. La réforme de Team France a porté notamment sur la répartition des rôles entre Business France, les chambres de commerce, les services économiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle aujourd'hui des chambres de commerce françaises à l'étranger, sur ce qu'elles peuvent apporter dans la stratégie de développement international de nos entreprises à l'étranger? Bien sûr. La Team France Export réunit des organismes publics, les CCI françaises, Business France, BPI France, et c'est donc aujourd'hui un guichet unique qui est offert pour les entreprises françaises pour leur permettre d'avoir un interlocuteur unique pour aller à l'export. Mais évidemment, lorsque ces entreprises ont choisi un pays et lorsqu'elles veulent aller dans un pays précisément, il faut qu'elles soient accueillies localement. Business France est présent dans beaucoup de pays et peut jouer ce rôle, mais il n'est pas le seul. Et nous avons pour ça des CCI françaises à l'international qui sont les interlocuteurs, je dirais, logiques de la Team France Export. D'une part, quelquefois d'ailleurs, parce que nous avons même la concession de services publics. Ainsi, dans 6 pays dans le monde, par exemple en Europe, la Belgique, la Hongrie et la Norvège, nous sommes les correspondants particuliers de la Team France Export. Nous avons gagné d'ailleurs dans les 6 cas où Business France a lancé une concession de services publics, c'est chaque fois la CCI française internationale qui a remporté l'appel d'offres. Donc, dans 6 pays, nous faisons partie de la Team France Export parce que nous sommes le concessionnaire du service public. Mais dans les autres pays, quelquefois, nous avons des marchés publics de services où nous agissons en tant que sous-traitants officiels, mais la plupart du temps, nous sommes référencés. Nous sommes référencés puisque la Team France Export demande aux organismes susceptibles d'aider les entreprises françaises à être référencés. Et aujourd'hui, c'est plus de 60 chambres dans le monde qui sont référencées comme le correspondant naturel ou un des correspondants naturels de la Team France Export. Et c'est le cas en Australie particulièrement. Et c'est le cas en Australie, évidemment. Nous traversons une période qui est très difficile, celle du Covid, et les chambres de commerce françaises à l'étranger se sont portées au premier rang pour soutenir les entreprises françaises dans cette situation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur l'engagement des chambres dans cette période pour passer l'épreuve du Covid? Je dirais que non seulement notre activité ne s'est pas arrêtée, mais le pire, c'est que dans toutes les chambres, nous avons dû redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts pour une raison simple, c'est que
nous avons quand même été sollicités dans cette période très particulière de confinement. Nous avons quand même été sollicités, beaucoup d'ailleurs, par la Team France Export, ce qui est très positif, mais aussi directement par de très nombreuses entreprises qui, en quelque sorte, ont profité de cette période de confinement en France pour se renseigner et voir comment on allait pouvoir développer une activité à l'international. Et donc, nous avons dû répondre à de très nombreuses sollicitations et en même temps, nous avons dû pallier l'absence d'événementiel. Et donc, nous avons fait en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et nous avons donc répondu d'une façon différente par l'organisation de très nombreux webinaires, plus de 450 manifestations organisées par les CCIFI dans le monde pendant les 2 mois de confinement. Donc, une réponse au contraire extrêmement forte pour expliquer le rôle des chambres, mais surtout pour continuer à maintenir un réseau extrêmement vivant. Et je pense que c'est ça qui aujourd'hui fait que les chambres ont encore un attrait très fort pour les entreprises, c'est que nous avons su être présents malgré la crise. Et souvent, comme je le disais, dans des conditions économiques très défavorables. À propos de communauté, en Australie, il y a une innovation qui est que la Chambre de commerce, le bureau de Business France et le service économique de l'ambassade, où à Sydney, sont logés sous la même emprise ensemble, donc dans les bureaux Team France. Est-ce que vous pensez que c'est une expérience qui a vocation à être répliquée ailleurs? Moi, j'y suis très favorable. Vous savez, j'ai été pendant 12 ans président de la Chambre de commerce française en Belgique. Et j'avais des relations extrêmement agréables avec le service économique de l'ambassade et avec Business France. Et nous avions des relations, je dirais, au moins hebdomadaires, où lorsque on savait très bien que l'autre était plus compétent dans un domaine, eh bien, on allait lui donner le dossier. On a réussi aujourd'hui, et je dirais dans la quasi-totalité des pays au monde, à avoir au contraire une ambiance intelligente de collaboration entre le public, représenté par la Team France Export et Business France, et le privé, représenté notamment par les CCIFI. Et donc, avec aujourd'hui l'exemple de l'Australie, c'est fantastique, puisque au contraire, maintenant, vous vous côtoyez tous les jours et vous êtes ensemble. Très sincèrement, si on peut le faire ailleurs, je n'y serais que très favorable, par définition. Alors, ce n'est pas toujours possible, il y a des questions de locaux, évidemment, et de baux en cours et autres, mais en tout cas, personnellement, je n'y vois que des avantages. Renaud Betteger, merci beaucoup, et merci beaucoup pour votre participation. L'Australie, c'est très loin de Paris, mais c'est très proche de nos cœurs. Merci beaucoup. Merci. Grâce à la Team France, nous travaillons au quotidien en étroite collaboration avec les équipes qui sont basées en France, que ce soit dans les CCI, au sein de BPI France ou au siège de Business France, les experts sectoriels. Toute cette équipe et ses partenaires sont au courant des opportunités de marché qui s'offrent en Australie pour les entreprises françaises. Ainsi, lorsqu'une entreprise a un projet ou un produit qui peut s'adapter au marché, on organise une première consultation qui a lieu en visio avec l'un des experts sectoriels de mon équipe ici à Sydney et l'entreprise en France et son conseiller local. Ça nous permet de lui donner un premier éclairage sur le marché australien. On a ainsi, depuis le début de l'année, accompagné plus de 80 entreprises sur leur première découverte du marché australien. Ensuite, dès lors qu'on détecte un potentiel, on va organiser des rendez-vous, donc des e-rendez-vous, des rendez-vous qui ont lieu en visio, avec des partenaires australiens, que ce soit des importateurs, des distributeurs ou des clients finaux. Puis, on va accompagner l'entreprise dans toute la préparation de sa négociation commerciale et dans le suivi des contacts jusqu'à la finalisation de ses commandes. Ce qui est très important pour la réussite de relations d'affaires, c'est de comprendre et maîtriser la dimension interculturelle et la pratique du business dans un pays comme l'Australie, qui a aussi ses spécificités. On a donc mis en place des kits de formation que l'on propose maintenant systématiquement aux entreprises lors de chacun de nos accompagnements.
On a la chance en Australie d'avoir le soutien très actif d'une équipe de conseillers du commerce extérieur de la France, avec lesquels on est en relation au quotidien et en particulier pour proposer aux entreprises que nous accompagnons un système de parrainage. Alors c'est un parrainage très informel qui permet à un chef d'entreprise français d'avoir un échange avec un chef d'entreprise australien qui connaît bien le marché et avec lequel ils vont pouvoir de manière très libre échanger sur la perception du marché, la manière de pratiquer des affaires, voire partager un certain nombre de carnets d'adresses ou de réseaux. Enfin, les PME et ETI françaises ont la chance depuis quelques jours de pouvoir bénéficier du plan de relance export et en particulier des chèques export qui vont leur permettre d'aborder à moindre coût des marchés et notamment des marchés lointains comme le nôtre. Alors vraiment, c'est le moment, n'hésitez pas, venez en Australie. On a créé des outils innovants, comme par exemple un online showroom, qui permet en fait, sous forme d'un catalogue virtuel, de présenter des produits français auprès des importateurs ou des principaux réseaux de distribution en Australie. On organise ensuite, notamment lorsqu'il s'agit de produits alimentaires, des dégustations, soit dans nos bureaux, soit directement dans les locaux des importateurs. Grâce à ce système, on a ainsi pu, depuis le mois dernier, permettre à une entreprise française de vendre ses premières conserves de foie gras en Australie et avec un marché très très prometteur qui s'offre à elle pour les tout prochains mois. On a également mis en place un service qui est là dédié aux Australiens pour les aider à venir sourcer en France les produits dont ils ont besoin. Juste à titre d'exemple, nous avons rencontré il y a 2 mois un importateur de tonneaux pour le vin, pour la vinification en Australie. Nous avons pu, grâce au soutien des équipes en France, identifier 3 tonneliers français dont les produits répondaient à son cahier des charges. Et l'un d'entre eux, depuis la semaine dernière, a entamé des négociations commerciales très très prometteuses pour venir vendre ces tonneaux sur le marché australien. La Chambre de commerce en Australie a pour mission de vous accueillir, vous, PME, entreprises en France, et de vous aider à vous installer en Australie et de rester en Australie pour plusieurs années, voire pour toujours. Nous avons des bureaux à Perth, à Adélaïde, à Melbourne, à Sydney et Brisbane. Multitude de choix pour un portfolio d'activités différentes. La Chambre de commerce a plus de 450 membres. Nous sommes le premier réseau francophone, business francophone en Australie. Donc quand vous arrivez dans ce pays, vous n'êtes pas tout seul. La Chambre de commerce propose une multitude de services. Ces services vont de l'accompagnement et du mentorat des entrepreneurs à la mise en relation à plus haut niveau de C-level exécutifs d'entreprise, de l'accompagnement industrie, de savoir-faire et de connaître le marché en Australie, Down Under, ici à 15 000 km de la France, des activités telles que le transport et l'infrastructure sont très très dominantes ici. Beaucoup d'activités autour de projets étatiques vont demander beaucoup de compétences et de talents. Ces talents, on en a en Australie, mais on en recherche aussi à l'étranger. Et la France est un partenaire privilégié de l'Australie. Sur certains contrats dont vous avez pu entendre parler au niveau de la défense, mais aussi sur de plus petits contrats qui sont tout aussi importants pour l'économie en Australie. La Chambre de commerce est aussi un moteur en Australie dans la communauté business. Nous réalisons à peu près 130 événements par an, des événements du business briefing, de l'atelier emploi, aux plus gros événements comme le Bastille Day, le Gala ou le Tour de France, qui sont des événements majeurs ici en Australie, mais aussi des événements industrie spécifiques. Et ces événements industrie spécifiques sont très regardés de la part des représentants australiens, entreprises ou étatiques, car encore une fois, elles souhaitent être à l'écoute de ce qui se passe à l'étranger. Nous travaillons autour de plusieurs silos et d'industries, le transport, l'infrastructure, l'aviation et la défense, l'énergie et ressources, le retail et consumer goods, le financial banking services et les nouvelles technologies. Entreprises françaises qui regardent l'Australie et la Nouvelle-Zélande aussi de près, n'hésitez pas à nous contacter. La Team France, service économique de l'ambassade, Business France et la Chambre de commerce sont là pour discuter en amont avec vous et vous aider à comprendre l'écosystème et le marché australien. Nous avons rencontré beaucoup d'entrepreneurs français qui ont fait cette décision de venir en Australie et leur retour est plutôt positif car ils sont toujours avec nous. Alors il faut
avoir en tête que le dispositif VIE est tout à fait possible, même en ce moment en Australie. En effet, nous avons la chance dans ce pays d'avoir plusieurs milliers de jeunes Français qui sont actuellement en Australie avec différents types de visas, qui sont très souvent des jeunes diplômés de bon niveau, qui connaissent la culture australienne puisqu'ils sont déjà là depuis un certain temps et qui sont très motivés pour prendre en charge et s'investir dans une mission VIE. Donc, on vient de mettre en place un service spécifique pour pouvoir mettre en relation ces jeunes et des entreprises qui proposent des missions VIE. On offre donc une prestation de mise en relation, mais aussi un test de langue pour s'assurer du niveau des jeunes, une formation à tout ce qui est interculturel et technique de négociation avec les Australiens, pour pouvoir faciliter cette mise en relation. Et depuis les dernières semaines, en 2 mois, on a déjà pu faire démarrer une douzaine de missions de ce type au profit de PME françaises, qui ont donc ainsi une présence physique en Australie, malgré la fermeture des frontières. Donc moi, je suis en VIE depuis 1 an à Sydney. Je suis basée dans les locaux de Business France et de la Chambre de commerce et industrie. Je représente ici 2 entreprises. La première, c'est Sea-Air, qui développe une nouvelle technologie de foil sous des bateaux à moteur. Donc c'est une petite aile d'avion qu'on va mettre sous le bateau, qui permet de le faire survoler au-dessus de l'eau et de réduire la consommation de carburant, d'aller plus vite et d'être beaucoup plus stable. Donc c'est une petite entreprise bretonne d'une 15aine de personnes qui se développe en Australie depuis 2 ans maintenant par le VIE. La deuxième entreprise que je représente, c'est Probent. Probent, c'est une structure en Normandie qui compte 130 personnes et qui va faire de l'ingénierie de projets complexes industriels autour de la métallurgie. Donc on va faire de la chaudronnerie industrielle, de la tuyauterie industrielle, de la mécano-soudure et tout ça avec l'ingénierie, donc depuis la conception du projet jusqu'à la fabrication, l'assemblage, l'installation et la maintenance sur site du client, dans des environnements complexes et sensibles du type nucléaire. Et notamment ce qui nous amène à l'Australie, c'est travailler pour les sous-marins. Donc on a pour target le contrat de Naval Group des 12 sous-marins qui est à Adélaïde en ce moment. Cambox a été fondé en 2013 par Jean-Marc Piednoir, c'est une start-up française qui est donc basée à Nantes. Et elle est spécialisée dans la conception et fabrication de caméras embarquées pour les sports équestres, auto et extrêmes. Elle a un rayonnement international, donc avec son bureau à Nantes qui rayonne sur l'Europe, une filiale aux États-Unis basée à Denver depuis 2018 et nouvellement un bureau à Sydney depuis novembre 2019 avec moi en VIE. L'idée, c'est que j'analyse le marché, que je comprenne bien comment on peut s'implanter le plus stratégiquement possible, trouver des appels d'offres, faire beaucoup de networking, donc développer le réseau avec les représentants locaux et les acteurs majeurs ici. Assurer une présence sur le territoire et du coup rencontrer les acteurs. Et pour donner un exemple concret, donc depuis quelques semaines, on a créé l'entité juridique Probent Australia. Donc ça y est, on a une société ici qui existe et donc c'est le début de l'aventure. C'est une très bonne manière d'approcher un nouveau marché parce que ça permet à une entreprise de venir évaluer un marché à l'étranger à un moindre coût et avec une personne présente ici. Ça permet donc de comprendre les différences culturelles, comprendre le bon fonctionnement du marché avec les do's and don'ts de chaque marché parce qu'il faut quand même bien s'y adapter. Et notamment ici en Australie, ça permet aussi d'avoir une proximité avec les clients parce qu'il y a quand même un certain décalage horaire avec la France et finalement ça permet une réactivité. Parce que la plupart des ventes des Cambox se font sur notre site. Et sur ce site, on a un outil de chat en ligne qui nous permet de répondre en fait en direct à nos clients sur leurs éventuelles interrogations ou pour apporter un service après-vente plus personnalisé et direct. Et la présence ici permet aussi également de faire une livraison plus rapide et à moindre coût. Aujourd'hui, en 10 mois de présence, on a quasiment doublé les ventes en Océanie, donc on est très content. Et on envisage potentiellement de pérenniser la présence de Cambox ici en Australie l'année prochaine. Donc je suis hébergée dans les locaux du Business France et de la Chambre de commerce et industrie à Sydney.
Ça m'a permis au tout début, étant toute seule ici dans l'entreprise, d'avoir leur expertise du marché pour ma part industrielle. Ils connaissent extrêmement bien le marché, sont porteurs de conseils, me mettent en relation avec les bons interlocuteurs et c'est une vraie porte d'entrée pour le business. Et c'est des conseils au quotidien qui sont vraiment importants et qui nous permettent d'avoir des retours d'expérience également d'autres entreprises, des bonnes relations avec des dirigeants d'entreprises ici, des retours de sociétés françaises qui se sont exportées en Australie et donc savoir les bonnes choses à faire ou les bons conseils à mettre en application. L'Australie, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un pays qui investit énormément en ce moment, notamment sur l'industrie encore une fois. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour accompagner les entreprises étrangères à s'installer ici en Australie. Beaucoup de subventions, d'aides de l'État, de support et de soutien. Donc c'est des très belles opportunités pour nous. Le Covid, ça a certes ralenti certains process, mais ça nous a permis aussi d'accélérer d'autres par la distance et par les moyens qui nous sont donnés. Donc on a pu créer un peu plus vite que prévu notre structure locale et avoir plus de support sur le territoire. J'ai été surprise de l'accueil et de la disponibilité que nous réservent les acteurs locaux, même au niveau du gouvernement et des différentes organisations gouvernementales. Quand on est mis en relation avec eux par le support de Business France et de la Chambre de commerce et industrie, les portes sont ouvertes et les personnes sont vraiment très facilement accessibles. Et c'est un vrai plaisir d'être accueilli et d'avoir le sentiment d'avoir toute notre place ici et d'être soutenu dans notre implantation ici. Étant la seule de mes deux entreprises en local, je suis fière des responsabilités qu'on m'accorde. J'ai la confiance de mes directeurs et on a des super projets, donc beaucoup de responsabilités, beaucoup de challenges et c'est ça qui est plaisant. Pour les jeunes en Australie, le VIE c'est un super programme qui permet un très bon équilibre vie pro, vie perso. L'Australie c'est un pays très attractif avec une qualité de vie juste incroyable qu'on apprécie au quotidien. J'ai démissionné d'un CDI où j'avais un super poste que j'adorais pendant 3 ans et demi. Je n'ai jamais regretté cette décision, donc je vous encourage à le faire. Pour moi, ça a 2 avantages. C'est un développement personnel et professionnel. Professionnel dans mon cas parce que je suis toute seule ici en Australie. Du coup, on est en charge de tout et on doit... finalement, c'est notre petit business qu'on doit développer tout seul. Et personnel, on est un peu seul face à ce nouveau pays qu'on doit appréhender et c'est une toute nouvelle découverte et on en ressortira que meilleur.